Messieurs, dames, rebonjour, re-bienvenue. Quelle magnifique journée jusqu'à maintenant et on ne baisse pas la cadence, on continue en force avec une grande maison d'Italie cette fois, Ornellaia. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir parmi nous l'œnologue et le directeur de production de la maison, M. Axel Heinz. Voilà, merci à tous d'être présents aussi nombreux en cette soirée d'Halloween, à partager ce petit moment. J'ai le plaisir, d'une part, de m'occuper depuis une dizaine d'années de deux vins toscans qui, à première vue, ne paraissent peut-être pas les plus typiquement toscans, puisque, comme vous le savez peut-être, les vins d'Ornellaia et les vins de Macete ne sont pas forcément faits avec les cépages les plus emblématiques pour la Toscane, mais c'est vrai aussi qu'ils naissent dans un endroit qui n'est peut-être pas le plus typique ou qu'on associe le plus facilement avec la Toscane. On est plus proche de la mer que des montagnes. Vous savez que on est toujours ou près de l'un ou de l'autre en Italie finalement, puisque l'Italie péninsulaire n'est rien d'autre qu'une grande montagne plongée au milieu de la Méditerranée. Mais selon qu'on se trouve à l'intérieur des terres, plus en altitude, ou si on se trouve au bord de la mer, évidemment, les conditions changent. Pendant longtemps, cette frange maritime de la Toscane n'a pas été considérée une terre particulièrement précieuse. Effectivement, c'était une zone marécageuse, notamment celle qui borde directement la côte. Et pendant longtemps, on pensait que finalement, la meilleure chose qu'on pouvait faire dans ces endroits-là, c'était probablement chasser le sanglier, pas tellement faire du vin. Et puis même quand on s'est mis à y faire du vin, finalement, au début, on faisait un petit peu de vin blanc et du rosé dans la zone de Bolgheri où le domaine est situé. Et puis les rouges, finalement, vu qu'on n'arrivait pas à y obtenir de très bons vins avec le cépage le plus emblématique de la Toscane, le Sangiovese, eh bien, on pensait tout court que cette zone côtière-là ne présentait aucun intérêt particulier, à part, comme je disais, la chasse au sanglier et peut-être un petit bain pendant les mois estivaux. Et il a fallu, un petit peu par le jeu du hasard et beaucoup de choses qui regardent un peu Ornellaia et qui regardent toute cette zone côtière se sont faites par le hasard. Il a fallu le hasard que quelqu'un ait eu l'idée, la brillante idée d'y importer les cépages bordelais pour découvrir la véritable destinée de cet endroit-là. Et tout d'un coup, une terre qu'on pensait être complètement inintéressante pour la production de vin, et de vin rouge notamment, est devenue, par le fil des temps, peut-être une des zones aujourd'hui les plus reconnues pour les vins en Toscane. La petite appellation de Bolgheri, qui est d'une certaine manière le berceau d'un type de vin dont nous n'aimons pas tellement le nom, mais qui nous a été accolé un petit peu rapidement, les fameux super toscans, bien que finalement c'est pas un terme qu'on aime puisque c'est une catégorie un peu trop vague à notre goût et qui ne correspond pas forcément dans le détail à ce que peuvent être ces vins. Donc c'est de là qu'est parti un petit peu le renouveau qualitatif, non seulement de cette zone, mais de toute la Toscane, en donnant le stimulus de faire autre chose que des vins de plaisir, des vins de consommation courante, mais des vins sérieux. Tout ça, ça a commencé relativement récemment. Alors ça me fait penser un petit peu à ce que nous racontait Michel Chapoutier ce midi, cette vieille Europe qui a développé ses terroirs en plusieurs millénaires. Ben nous, finalement, bien qu'étant dans la vieille Europe, on a commencé qu'à peine 30 ou 40 ans. Et on est toujours en découverte. Et puis, je pense qu'au fil des millésimes et au fil des différents vins que nous avons goûtés aujourd'hui, nous allons faire un exercice qui est un petit peu différent de celui qu'on peut trouver dans des appellations et dans des terroirs qui ont une histoire plus consolidée. Nous, on est encore en découverte. C'est d'ailleurs ce qui rend mon travail en particulier, notre travail aussi intéressant, puisqu'on est en train finalement de le façonner, ce terroir, puisque ça ne fait guère que 30, 40, dans certains cas 50 ans, qu'on y a véritablement sérieusement planté la vigne pour y faire des grands vins. Dans le cas d'Ornellaia, c'est à peine plus de 30 ans, puisque le domaine est assez récent. Il a été fondé qu'en 1981.
heureusement pour nous, par une grande famille traditionnelle du vin en Toscane, la famille Antinori, enfin Lodovico Antinori, qui était celui qui a eu l'idée de planter des vignes, ce qui n'était pas forcément quelque chose qu'on faisait à l'époque, puisque en Toscane, on a toujours considéré que le cœur de la Toscane, c'était la zone collinaire entre Florence et Sienne, avec quelques extractions évidemment à Montalcino qui sont au sud de Sienne, et pas tellement la côte, bien qu'un des vins les plus célèbres de l'Italie soit produit justement sur cette côte, dans la zone de Bolgheri, et finalement à quelques pas de chez Ornellaia, qui est Sassicaia. Au moment où Ornellaia était créé, par contre, on avait plutôt tendance à planter des Cabernet Sauvignon dans le centre de la Toscane, parce qu'on se disait c'est là qu'on fait les vins sérieux. Donc si ça marche sur la côte, ça marchera encore mieux à l'intérieur des terres. Aujourd'hui, on sait que c'est pas forcément vrai, puisque l'intérieur des terres reste quand même, dans certains endroits, un endroit où les cépages bordelais se sont bien affirmés, mais ça reste quand même la terre natale et principale du Sangiovese et les autres cépages traditionnellement toscans, alors que sur la côte, c'est vraiment un terroir qui s'est révélé pour les cépages bordelais, chose qui n'était pas aussi claire dans les années 80 quand Ornellaia a été fondée. L'autre originalité, bon évidemment on savait à peu près avec l'arrivée de Sassicaia que le Cabernet Sauvignon ça allait marcher. On en était un peu moins sûr pour les autres cépages bordelais, notamment pour le Merlot, qui est un autre cépage dont Ornellaia a très fortement finalement conduit à l'implantation en Toscane, notamment dans les années 80, alors que ce n'était pas forcément le cépage le plus populaire. Et aujourd'hui encore, on est parfois surpris de voir autant de Merlot en Toscane et à Bolgheri. Nous allons parler par la suite d'un autre vin où là, carrément, il est le principal protagoniste. On est étonné aujourd'hui encore de voir qu'un cépage réputé aussi fragile, aussi sensible aux excès de chaleur, pas adapté au climat chaud. On a entendu Todd qui parlait de Dominos et qui avait parlé de l'abandon du Merlot finalement parce qu'il s'était avéré que c'était un terroir qui n'était pas forcément adapté à ce cépage, à la fois docile mais assez fragile quand il s'agit de faire des grands vins. Et pourtant, à Ornellaia, c'est un peu le contraire. On a plutôt planté plus de Merlot dans les dernières 10-15 années. Et c'est un pilier aujourd'hui des vins d'Ornellaia. C'est vrai que le Cabernet Sauvignon reste le cépage principal, mais le Merlot joue et a toujours joué un rôle très très important pour nous. Tant et si bien qu'il y a un de nos vins, le deuxième vin dont on va parler aujourd'hui dans la dégustation, qui est fait principalement ou quasiment exclusivement à partir de Merlot. Et ça, c'est assez original. La raison pour celle-là, c'est cette partie dont, encore une fois, Michel Chapoutier parlait, le terroir qui est fait d'un sol, qui est fait d'un climat, qui est évidemment fait de l'intervention humaine, qui, dans notre cas, aujourd'hui, se limite à ces intuitions qu'on a eues. Quel cépage choisir pour cet endroit ? On a été aidé par certains personnages très importants, mais c'est vrai que le rôle humain est important, puisque jusqu'à ce qu'on n'ait pas trouvé les cépages adaptés, cette zone-là, finalement, n'a pas été reconnue comme une grande zone de production de vin. Alors, aujourd'hui, à Ornellaia, nous cultivons les 4 principaux cépages bordelais, puisque finalement, voyant que le Cabernet Sauvignon et le Merlot avaient trouvé ici, d'une certaine manière, une seconde patrie, dans le cas du Cabernet Sauvignon, peut-être même une troisième, puisque on peut raisonnablement penser qu'il est aujourd'hui solidement ancré chez lui dans certaines parties de la Californie également. Nous avons pris le parti de développer les autres cépages bordelais, le Cabernet Franc et le Petit Verdot notamment, qui s'avèrent tous les 4 être intéressants et fonctionner bien, plus ou moins bien, évidemment en fonction des différents sols et des différentes expositions, et des millésimes dans cette zone côtière de la Toscane. Zone côtière qui finalement est adaptée aux cépages bordelais puisqu'elle bénéficie d'un climat certes méditerranéen, mais un climat qui est fortement tempéré justement par la proximité de la mer, qui est un des éléments les plus importants. Alors on a, je pense, quelques images ici du domaine qui circulent. Je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais ça vous donne peut-être un aperçu. Là, on est dans certains de nos vignobles qui sont véritablement à 4 ou 5 kilomètres de la mer et on voit littéralement l'eau à partir de nos vignobles. Et c'est un élément important puisque ça permet effectivement
d'adoucir un tout petit peu les extrêmes climatiques, que ce soit en hiver, puisque les hivers toscans, notamment en colline, peuvent être parfois rigoureux avec de la neige assez fréquente. Alors je sais que ça va faire sourire évidemment les Québécois, mais oui, il neige chez nous de temps en temps, et puis c'est toujours un très grand événement. Mais c'est évidemment plus rare sur la côte. Et en contrepartie, les étés sont, je dirais pas frais. Là aussi, ça va vous faire sourire quand on parle de fraîcheur. Il fait quand même chaud en été, mais on est souvent à l'abri. Et on va le voir dans certains millésimes qu'on va goûter aujourd'hui, des excès de chaleur qui souvent caractérisent les zones méditerranéennes. Et ça, c'est un des éléments qui explique évidemment pourquoi les cépages bordelais, dans ce climat plus ensoleillé, réussissent à mûrir sans excès, parce que c'est finalement ça qui nous intéresse. Évidemment, nous renions pas cette espèce de caractère solaire de nos vins, puisqu'après tout, c'est une zone méditerranéenne, mais il faut que les raisins puissent mûrir lentement, progressivement, et sans les excès qui malheureusement peuvent parfois caractériser les zones ensoleillées du sud. Le deuxième élément, évidemment, c'est les sols. Alors, c'est très difficile de les résumer très simplement, puisque la côte toscane, comme tout le reste de la Toscane, est une zone géologiquement très fortement perturbée. C'est une zone soumise aux tremblements de terre, c'est une zone d'origine volcanique. Donc, on a souvent et très radicalement d'importants changements dans la nature des sols. Ce qui explique d'ailleurs, chose qui a été une grande découverte pour moi, pourquoi les vendanges à Ornellaia sont particulièrement longues, alors qu'on a souvent tendance à croire, notamment pour le merlot, qui chez nous est le cépage qui se vendange sur la période de temps la plus importante. Finalement, c'est lié à cette grande variabilité de sol qui passe de sol sableux, plus ou moins profond, plus ou moins superficiel, souvent dans les parties plus basses, donc moins exposées au vent, donc les terroirs les plus chauds. Donc on est amené souvent à vendanger dans les dernières journées d'août, les premières journées de septembre, et d'autres terroirs un peu plus en altitude. Alors c'est pas énorme, puisque les vignobles les plus élevés en altitude, c'est aux alentours d'une centaine de mètres. Ce qu'on voit en arrière-plan, c'est justement, là on est à peu près à 100-110 mètres d'altitude, mais ce sont d'une part les vignobles qui sont le plus directement exposés au vent, donc un petit peu plus frais, avec des sols parfois argileux, argilo-sableux, dans certains cas même argilo-calcaires, où justement les merlots et aussi le cabernet franc, qui est un petit chéri à nous, puisqu'on a assez récemment découvert jusqu'à quel point le cabernet franc réussissait bien à Ornellaia et à Bolgheri. Et ça, c'est aidé par ces sols argilo-calcaires qui sont très favorables à ces cépages-là. Donc, beaucoup de complexité. On a parlé de la complexité qui vient évidemment de la judicieuse date de vendange, mais qui vient aussi d'un autre élément qui caractérise au moins Ornellaia comme vin, l'assemblage de différents terroirs. C'est quelque chose de très important pour nous. Les terroirs sont très variables, l'âge des vignes aussi, même s'il est limité. On a évidemment développé ce domaine au cours de toutes les années 80, 90, on continue aujourd'hui dans les années 2000 à planter des vignobles dans des endroits qui bien souvent n'ont jamais vu de vignes auparavant. Donc c'est un véritable exercice de découverte. Et on s'aperçoit de cette complexité des terroirs, des zones un peu plus chaudes qui vont donner au vin un peu plus d'opulence, un peu plus de richesse, d'autres qui sont plus tardives. On est surpris parfois de vendanger, y compris des merlots, jusque dans les derniers jours de septembre et des cabernets sauvignons jusque dans la première moitié d'octobre, et d'autres zones plus précoces où on va avoir de la puissance, où on va avoir de l'onctuosité, on va avoir de la richesse, et d'autres où on a plutôt un caractère aromatique, des acidités assez élevées, et tout cela conflue dans un assemblage non seulement de cépages, évidemment, puisque les 4 cépages cultivés sur la propriété sont présents dans l'assemblage d'Ornellaia, mais aussi un assemblage de terroirs qui est assez intéressant, puisqu'on a ces différents éléments, l'opulence, la maturité, la fraîcheur, la finesse, qui confluent finalement dans un assemblage. L'idéal étant d'avoir ce que nous estimons être le caractère fondamental de notre région. C'est méditerranéen, mais méditerranéen tempéré, donc à la fois l'opulence, la maturité et la fraîcheur également. Voilà un tout petit peu comme introduction. Je crois qu'on a le premier vin qui est servi dans le verre. Ça va nous permettre de parler des millésimes, évidemment, mais aussi un petit peu de la philosophie de production, même si
Il n'y a rien de très original dans ce que nous faisons. Nous essayons évidemment d'apprendre beaucoup de nos terroirs, ce qui nous conduit à faire beaucoup de vinification finalement séparée, bien que Cornelia soit un vin d'assemblage. Pour nous, il est très important de véritablement isoler chaque petite parcelle de vigne, de la traiter séparément pour en exprimer finalement au mieux son caractère propre, pour ensuite l'assembler dans quelque chose de plus complexe et de plus raffiné. Peut-être passer au premier vin qui est pratiquement, si j'ose dire, le dernier né d'Ornellaï. Alors en tout cas, c'est le dernier millésime qui est commercialisé aujourd'hui, qui est le 2011. Alors qui est un millésime un petit peu, j'oserais presque dire, controversé. Alors pour nous, il n'a jamais été une controverse, puisque dès sa naissance, on l'a tout de suite considéré comme un des grands millésimes pour nous. Mais c'est vrai que 2011 a été marqué dans certaines parties de l'Italie, de la Toscane, par une petite vague de chaleur qui a été plus ou moins prononcée dans l'intérieur des terres notamment, beaucoup moins sur la côte, et donc qui a marqué un peu l'image qu'on s'est fait de ce millésime, d'un millésime peut-être excessivement chaud. Nous, on l'a dès le départ vu comme un grand millésime sur la côte, un millésime certes opulent, certes mûr, certes concentré, mais un millésime, je trouve, qui symbolise bien cette espèce d'alliage entre à la fois la richesse de fruits, l'opulence, mais aussi la fermeté, aussi la race, aussi la fraîcheur. Je crois que c'est un aspect important dans ces vins-là, qui est présent dans le 2011. Alors ça tend peut-être plus vers l'opulence et vers la richesse. C'est aussi un vin évidemment encore relativement jeune, mais je trouve qu'il symbolise bien justement ce qui caractérise les vins d'Ornellaï et les vins de la côte toscane en général. On sent évidemment un style, parce que vous parlez, c'est sûr qu'on ne peut pas s'empêcher de faire des allusions au Bordelais, les cépages bordelais. Là, on a parlé du climat qui est très semblable, très plutôt doux, maritime, etc. Mais je comprends aussi une certaine frustration de parler de super toscan ou de Bordeaux blends. Je pense qu'on est à un stade vraiment où on peut parler de Bolgheri. Oui, évidemment. Comme tous les grands vins, ce que nous recherchons, c'est une expression unique liée au terroir d'origine. Alors c'est vrai qu'il se trouve que ce sont les cépages bordelais qui probablement permettent le mieux d'exprimer l'originalité de ce terroir. Mais pour autant, les vins ne sont pas n'ont pas la vocation d'être des copies de Bordeaux. Alors ça reste du Cabernet Sauvignon, ça reste du Merlot, donc on va évidemment trouver un air de famille. Je crois qu'on a, aromatiquement, on a ces notes de cassis, ces notes un petit peu épicées, notamment dans un millésime comme 2011 où les Cabernet Sauvignon étaient particulièrement réussis. Donc on a évidemment ce côté cassis, ce côté un petit peu fumé de tabac, de cèdre qui est typique des Cabernets. Mais en même temps, on a ce caractère généreux dans le fruit. Et un équilibre qui, à vrai dire, alors étant venu moi-même de Bordeaux, est assez singulier, puisqu'on a à la fois des vins qui sont opulents, qui sont riches de fruits, mais qui ont des acidités très, très élevées, qui peuvent être parfois même assez déroutantes et inhabituelles pour quelqu'un qui est habitué au vin de Bordeaux. Et c'est drôle parce que c'est quelque chose qu'on associe, entre autres, au vin italien en général, souvent au Sangiovese, c'est vrai. Des acidités élevées. Et donc, c'est peut-être plus une question de climat que typiquement de cépage. Tout à fait, parce qu'on voit ça évidemment sur les cépages italiens. Alors on pourrait parler du Nebbiolo aussi, qui est un autre cépage notoirement acide, du Sangiovese également, effectivement. Mais on retrouve ça dans les cépages bordelais de façon très surprenante, par exemple sur les Merlots, qui ont bien souvent des acidités supérieures au Cabernet Sauvignon. Ça semble un petit peu un contresens. C'est le climat, c'est probablement les sols aussi qui conduisent à préserver très fortement l'acidité, ce qui est précieux parce que finalement c'est vrai que les fortes maturités qu'on peut parfois atteindre, avec parfois des degrés alcooliques relativement élevés, sont quand même contrebalancés par cette vivacité, par cette fraîcheur acide qu'on trouve dans les vins. Avant de réaliser, et on parlera du Merlot évidemment plus en détail avec les 3 derniers vins, mais avant de réaliser à quel point le Merlot réussissait bien dans ces terroirs, est-ce qu'il y avait une volonté justement de faire du Merlot pour se différencier, pour faire autre chose que du Cabernet Sauvignon dans la région? Alors tout à fait, c'est vrai que quand on part dans une région où tout reste à découvrir, on est toujours un petit peu tiraillé entre le fait de faire ce qui marche.
Alors, le Cabernet Sauvignon, c'était la seule chose qu'on savait fonctionner, puisqu'il y avait un producteur qui l'avait expérimenté avant nous, donc on savait que ça allait marcher. Mais évidemment, en même temps, on a le risque d'être un petit peu vu comme une copie, ce qui nous plaisait pas, et ce qui plaît certainement pas aux Italiens, parce que l'individualisme, c'est évidemment quelque chose de très important en Italie, donc on n'a surtout pas envie de faire exactement pareil que le voisin. Et donc le pari avait été pris sur le Merlot, sans qu'on sache si ça allait fonctionner ou pas, et il se trouve que le hasard des choses a fait que finalement on a découvert, d'ailleurs je pense pouvoir le dire justement de par mes origines bordelaises, un des rares endroits en dehors de Bordeaux où on réussit à faire des grands merlots. Alors ça c'est vrai pour un vin en particulier dont on va parler après qui est Masseto, mais c'est très vrai aussi pour certains des merlots qu'on utilise pour Ornellaia, qui proviennent de terroirs complètement différents de ceux qui produisent le Masseto, des sols plus argilo-calcaires, et des merlots qui sont complètement différents de ceux qu'on peut produire sur le terroir du Masseto. Et chez Ornellaia, vous avez presque autant de merlots de plantés dans le vignoble que de Cabernet Sauvignon? Absolument. Alors, dans un premier temps, ce n'était pas le cas, puisque finalement, on avait planté la majeure partie des merlots sur le vignoble du Masseto, qui par la suite a fait un vin séparé. Donc, on manquait de merlot. On a résolu ça dans les dernières 10-15 années. On a assez fortement planté du merlot. Tout simplement parce qu'on avait vu des terroirs qui ne nous plaisaient pas tellement pour le Cabernet Sauvignon, qui semblaient plus adaptés effectivement pour le Merlot. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quasiment des parts égales dans les vignobles entre Merlot et Cabernet Sauvignon, qui sont les deux cépages dominants. Bon, dans l'assemblage d'Ornellaia, en général, le Cabernet Sauvignon continue à être le cépage principal, appuyé d'ailleurs assez récemment de plus en plus par le Cabernet Franc, qui réussit très très bien à Ornellaia, qui réussit très très bien à Bolgheri, et qui a eu tendance à un tout petit peu chasser le Merlot dans les récents millésimes. En effet, c'est drôle. Moi, je l'ai goûté il y a quelques semaines à peine, et puis déjà, il semble différent. Je dois mentionner évidemment bravo encore une fois pour les températures de service. Hein. C'est extraordinaire de goûter les vins à cette température-là. Jeune comme ça en plus, hein, trop chaud, ça pourrait exacerber le côté un peu plus mûr. Là, il m'avait semblé avoir un boisé plus insistant la première fois que je l'ai goûté. Je ne sais pas si c'est le vin qui est différent, si c'est moi qui est différent, si c'est juste la température. Il semble avoir un équilibre d'ensemble assez classique. Je crois, oui, mais je crois que c'était. Alors, on va pas remonter très loin dans le temps, mais on va quand même voir des vins un petit peu en évolution. Je crois que c'est intéressant de voir ça aussi. Je trouve que nos vins ont une tendance à évoluer aussi vers beaucoup plus de classicisme. C'est vrai qu'en vin très jeune notamment, et on sait aussi que dans leur phase pas trop éloignés de la mise en bouteille, les vins ont tendance un petit peu à être capricieux, à se refermer, à se rouvrir, à parfois jouer plus des muscles, plus de la finesse, parfois ressortir un petit peu le boisé qu'on n'avait pourtant pas trouvé aussi prononcé en vin jeune. Donc ça, c'est les choses qui se produisent. Mais c'est vrai que nos vins, on l'observe assez fréquemment, ont cette tendance à évoluer vers quelque chose de beaucoup plus classique, alors que dans leur première jeunesse, ils ont tendance à apparaître un petit peu plus exubérants, un petit peu plus opulents et un petit peu plus chaleureux parfois aussi. Les élevages s'équivalent un peu d'un millésime à l'autre? Alors, il y a toujours dans les élevages des adaptations. Alors, 2008, qui est le second millésime que nous allons déguster, par exemple, un vin où nous avions choisi d'opter pour un élevage un tout petit peu plus long, justement parce qu'on avait des vins qui avaient une très grande force tannique. On a eu l'impression qu'ils avaient besoin d'un petit temps de vieillissement en barrique en plus pour un petit peu arrondir leurs angles qui étaient assez proéminents encore. Dans des millésimes peut-être un peu plus tendres, un peu plus fragiles, on va évidemment raccourcir un petit peu les durées d'élevage, finir parfois en cuve, ça s'était produit en 2009 par exemple, pour préserver un peu plus le fruit et puis surtout ne pas surcharger les vins avec du bois. Alors on aime bien les élevages, on continue à bien aimer les élevages sous bois, on utilise des quantités de bois neuf relativement importantes. Alors, on passe jamais au-delà des 2 tiers, mais enfin, ça reste une proportion de bois neuf assez élevée. Mais
avec un œil toujours de ne jamais surcharger le vin avec un boisé trop tape à l'œil et trop important. C'est le fruit, c'est finalement le raisin qui doit transparaître dans le vin, et donc le bois doit juste souligner, en aucun cas être en excès. Donc en moyenne, on s'établit autour de 18 mois d'élevage, mais ça peut parfois aller à 20 mois comme en 2008, et puis ça peut être un peu plus court, à 15 mois dans un millésime un peu plus tendre, un peu plus fragile, où on a envie justement de préserver au mieux le fruit sans que le bois prenne le dessus. Et donc 2011, millésime assez... Mais comme vous disiez, pas si chaud que ça. On l'a perçu comme ça. Il a été peut-être un peu décrit comme ça, mais vous dites que c'était vraiment juste une période. 2008, quelque chose de beaucoup plus classique ou... Alors, le résultat final l'est probablement. Je dirais que le millésime ne l'a pas vraiment été. Alors c'est vrai qu'on a de nouveau eu un petit peu ces deux aspects qu'on a décrits, hein, le côté ensoleillé, le côté méditerranéen, et le côté un peu plus frais, un peu plus tempéré, sauf qu'on l'a eu à deux périodes complètement différentes des vendanges. Alors ça a été une vendange qui a commencé sous la canicule, avec des chaleurs très très importantes, jusqu'à la première quinzaine de septembre, et ensuite un petit passage pluvieux et une chute drastique des températures. On est passé en l'espace de 2 jours de 37-38 degrés qu'on avait fréquemment pendant la journée à 18 degrés, 20 degrés, puis toute la deuxième moitié de septembre et d'octobre s'est déroulée sous des températures très fraîches, un temps sec et ensoleillé, très venteux. On a ce vent qu'on appelle, en italien, on appelle la tramontana. Les Français du Midi la connaissent aussi. C'est ce vent qui provient de la Sibérie, hein, un vent très froid et très sec, qu'on recherche souvent après les pluies, puisque ça permet très rapidement de sécher les raisins, de sécher les sols, et finalement de continuer de mûrir sans les excès de chaleur. Donc on avait ces deux moments très séparés dans les vins. Donc on a à la fois des merlots qui étaient très riches, très opulents, très chocolatés, très enjôleurs aussi, très puissants. Et puis les cépages plus tardifs, les derniers merlots vendangés, et surtout les cabernets francs et les cabernets sauvignons, qui étaient beaucoup plus rigides, qui étaient beaucoup plus typés par un climat froid. On a finalement ces deux aspects-là qui, je dois avouer, étaient un petit peu en lutte interne quand le vin était jeune, on ne savait pas trop lequel des deux aspects allait prédominer, puisqu'ils étaient là un petit peu plus en opposition qu'en fondu. Encore une fois, le vieillissement en bouteille, qui est évidemment là pour rendre la complexité au vin, pour les affiner un petit peu aussi. Quand les vins naissent très puissants et très corsés, finalement, après 5-10 années en bouteille, les vins ont tendance à s'assagir. Et là, je trouve qu'en 2008, effectivement, le tout s'est amalgamé pour donner finalement un profil de vin beaucoup plus classique que ce qu'on aurait pensé. Le domaine est évidemment encore jeune, hein, relativement. Qu'est-ce qui se boit bien aujourd'hui? Évidemment, c'est une question de goût aussi, mais dans les vieux millésimes, on parle de, selon le type de vin, comme le 2011, le 2008, on s'attend à quoi comme fenêtre de... Alors évidemment, c'est une question de goût, et le grand privilège peut-être que nous avons dans ces régions plus méditerranéennes, on a cette espèce de fruit très expressif, on a la structure tannique qui parfois peut être assez imposante, mais qui est bien enrobée par la richesse alcoolique, par ce gras, par cette opulence. Donc c'est vrai qu'on boit bien les vins jeunes finalement, et puis évidemment en tant qu'œnologue, j'ai souvent l'habitude de goûter les vins jeunes, et puis j'y trouve du plaisir, je dois avouer. C'est vrai que c'est peut-être la culture bordelaise. Il y a des choses qu'on ne retrouve pas dans les vins jeunes et qu'on n'aura qu'au vieillissement. Et je trouve qu'un grand millésime d'Ornellaï, ça met 8, 10, 15 ans avant de vraiment atteindre la maturité. Donc, alors des fois dans des millésimes un peu plus tendres, un peu plus fragiles, ça peut arriver avant. Certains millésimes qui sont parfois un petit peu décriés, je pense à 2002 qui avait été très rapidement caractérisé comme millésime absolument horrible à oublier, ça a finalement fait des vins qui sont délicieux à boire aujourd'hui, qui ont toujours été enjôleurs et qui sont un immense plaisir à boire aujourd'hui. Dans les grands millésimes, aujourd'hui, on aime bien boire des choses comme 95, les 97, les 98, qui sont des grands millésimes pour nous. Et on estime que d'autres grands millésimes, comme les 2001, les 99, les 2004, c'est des vins qui ont finalement encore du temps devant eux et qui auront besoin de vieillir pour vraiment atteindre leur plein apogée. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on boit des millésimes qui sont finalement
assez récents, on les goûte en tout cas aujourd'hui, mais que ce soit 2011, que ce soit 2008, je pense que ce sont des millésimes qui bénéficieront et qui s'amélioreront dans les 5, 10, 15, peut-être 20 prochaines années. Je suis toujours surpris quand très rarement, puisqu'on en a malheureusement relativement peu, on goûte les millésimes d'Ornellaia des années 80, puisqu'ils étaient faits avec peu d'expérience et surtout avec des vignes très jeunes. Et ils ont tous remarquablement bien vieilli. Si vous avez la chance aujourd'hui de goûter des vins comme 88, 90, c'est assez impressionnant jusqu'à quel point ces vins ont remarquablement bien vieilli. Et dans le cas notamment d'un vin comme 88, on a même le sentiment que voilà, ils peuvent encore progresser. Alors évidemment, ils n'ont pas bénéficié de l'âge des vignes qui est... on risque pas de mettre un H devant ou l'enlever dans le cas des vignobles d'Ornellaia, puisque on arrive juste à 30 ans, donc on devra en mettre un justement pour dans la logique que nous avons entendue à midi. Mais c'est vrai que les vins des années 80, c'était parfois des vignes qui étaient dans la 2e ou 3e année de production, et pourtant les vins ont remarquablement vieilli. Il n'y avait pas de second vin non plus à l'époque parce que ça ne se justifiait pas, parce que de toute façon le vignoble était en construction. Et pourtant les vins se sont remarquablement développés au cours de 20-25 ans. Donc on pense que certainement les millésimes les plus récents d'Ornellaia pourront aller encore plus loin. Donc le dernier d'Ornellaia, le 2007. Alors, là, on est dans un cas assez intéressant parce que, d'une part, c'est un millésime et de temps en temps, ça nous fait plaisir aussi. On dit souvent que c'est dans les millésimes compliqués qu'on reconnaît le très bon vigneron, et c'est tout à fait vrai, mais de temps en temps, on est quand même content aussi quand on a un millésime où c'est un peu plus facile. Ça a certainement été le cas de 2007, alors qu'il y a une petite originalité parce que c'est à la fois un millésime très précoce, ensoleillé, mais pas très chaud. Alors c'est un millésime qui a mûri bien, puisqu'on avait une dizaine de jours d'avance sur un millésime normal, mais finalement les vendanges se sont déroulées sous un climat ensoleillé mais plutôt frais, et donc une maturation assez lente, assez progressive, sans à-coups. Et je trouve ce caractère finalement pour nous facile du millésime, il se vérifie aussi dans les vins qui sont parmi les plus équilibrés, parmi les plus soyeux. C'est vraiment, je trouve, un millésime d'élégance. Comme on dit, il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a rien qui dépasse, voilà. Alors des fois on aime aussi bien les vins qui nous stimulent les plus ne sont pas forcément ceux qui sont les plus... justement les plus consensuels. On aime bien des fois qu'il y ait un caractère un peu saillant qui se manifeste dans les vins. Je trouve qu'en 2007, peut-être justement le caractère saillant, c'est que tout est en harmonie, tout est en équilibre. J'aime beaucoup aussi parce que c'est finalement ce qui est le plus difficile à obtenir chez nous, cette espèce de caractère aromatique un peu plus frais que ce qu'on a l'habitude de voir. Je trouve qu'on note bien ces notes de Cabernet Sauvignon un peu sur la menthe, sur le cèdre, pas sur le végétal, mais on pourrait presque y penser. Cette finesse et cette complexité aromatique, c'est toujours ce pour lequel il faut lutter. Alors on a souvent, quand on remonte au nord, des situations dans lesquelles il faut lutter pour avoir des raisins suffisamment mûrs. Alors c'est probablement un petit peu moins vrai aujourd'hui, puisqu'on a vu une décennie où finalement on a eu abondance un peu partout en Europe de millésimes plutôt bons, des millésimes plutôt ensoleillés, des millésimes où les raisins ont mûri facilement. Parfois on a dû même courir après pour éviter que ça devienne trop mûr, et donc on accueille avec grand plaisir ces millésimes où tout mûrit suffisamment doucement pour qu'on puisse prendre les raisins justement au point idéal, qui soit pleinement mûr, qui exprime finalement à la fois des tanins bien mûrs, bien assouplis, mais aussi une grande complexité aromatique. Et ça a été particulièrement le cas en 2007. Il y a une qualité au tanin, il y a un côté presque patiné qui sont présents. Il y a vraiment une trame tannique ferme qui est là. Mais il y a une patine, ça c'est dû à quoi? C'est plus un travail... Alors évidemment,
on aime bien souvent se référer au terroir quand on parle de nos vins et pour en expliquer les qualités. C'est sûr que le choix de l'homme est fondamental, et c'est vrai que nous recherchons ce grain de tanin soyeux, sans qu'on perde la fermeté, parce que je crois que quand même, ce qui caractérise avant tout les grands vins, c'est de finir sur une sensation de fraîcheur, sur une sensation agréable, sur une sensation de fermeté. Quand c'est trop rond, quand c'est trop moelleux, finalement, ça alourdit et ça ne donne pas toujours envie de boire le second verre. Et si ce n'est pas le second verre, en tout cas de boire la deuxième bouteille, ce qui est encore mieux que le second verre. Donc on recherche quand même un grain de tanin qui soit parfaitement mûr. On n'aime pas la rugosité, on n'aime pas la sécheresse, on n'aime pas la dureté. Et donc, on n'a pas peur de ramasser suffisamment mûr. Alors évidemment, notre ennemi, c'est de basculer dans le trop mûr, pas tellement au point de vue des acidités parce qu'elles se maintiennent, mais de perdre cette fraîcheur aromatique qui est important pour les vins. Mais on parlait un peu plus tôt aussi des alcools, donc on n'a pas peur de ramasser à des alcools relativement élevés, puisqu'on sait qu'on a de la fraîcheur acide, on a de la fraîcheur, et on sent qu'on a besoin de ramasser à ces niveaux-là pour avoir justement ce grain soyeux des tanins qui soit caressant, qui soit enjôleur, qui soit ferme mais sans dureté. On va passer au Masseto avec les 3 derniers. Donc Masseto, c'est arrivé comment? Une fois encore, Masseto c'est arrivé par le hasard. Alors un hasard bien calculé puisque Ornellaia avait eu à cœur de consulter quand même des gens qui a priori s'y connaissaient. Donc pas quelqu'un de bordelais, assez de façon intéressante, pas quelqu'un d'italien, mais un grand expert californien, même s'il était expatrié. C'était André Čeličev qui était le premier consultant d'Ornellaia. C'est lui d'ailleurs qui avait eu un petit peu l'idée, qui avait poussé pour planter du merlot, pour se distinguer un petit peu des autres vins qui étaient déjà issus de Bolgheri. Alors ça avait marché mieux que ce qu'on avait pensé, puisque l'idée de Masseto est venue un petit peu après avoir fait les premières vendanges et en ayant vu qu'on avait là probablement mis les pieds, ou dans le cas d'André Čeličev, les oreilles, puisque la légende raconte que pour convaincre les Italiens un peu sceptiques, il avait trouvé cette colline de sol particulièrement argileux, et puis il s'était couché à même le sol en lui disant « ce sol me dit qu'il faut planter du merlot ». Alors on ne sait pas si c'est vrai, en tout cas ça a marché. Il savait peut-être, parce que c'était un homme d'expérience, que même en n'y mettant pas les oreilles, où on a des argiles bleues, grises, ça a tendance à bien marcher pour le merlot. Et donc c'est lui qui avait convaincu Ornellaia d'y planter du merlot, sans qu'on avait l'idée d'en faire un vin à part entière. Ça devait être des merlots qu'on utiliserait potentiellement pour Ornellaia, sauf que à la première vendange, à la première vinification, le résultat était tellement surprenant et tellement convaincant que très rapidement on a décidé d'en faire un vin à part entière, ce qui est largement justifié parce que finalement cette colline dont vous voyez là quelques images est vraiment un terroir absolument unique, puisque ces argiles qu'on trouve à même la colline se retrouvent nulle part ailleurs sur le domaine et nulle part ailleurs d'ailleurs à Bolgheri. Donc c'est véritablement un terroir à part entière. On pourrait même pousser le raisonnement jusqu'à dire qu'on n'est même plus à Bolgheri, on est juste sur Masseto, parce que c'est un terroir qui ne ressemble à nul autre sur la propriété. Est-ce qu'il y a plus ou moins d'influence maritime que celle-là, elle demeure évidemment, et notamment quand on est sur le haut de la colline, effectivement, on a cette même ventilation qu'on trouve dans d'autres vignobles à Bolgheri, à Ornellaia. Mais ce qui rend Masseto véritablement original, c'est la présence de ces argiles qui peuvent, dans certains endroits du vignoble, représenter jusqu'à 50% du sol. Donc c'est vraiment des sols assez lourd, très difficile à travailler, et très difficile pour la vigne elle-même, puisqu'elle doit véritablement lutter pour envoyer ses racines en profondeur. Alors c'est vrai qu'il y a de l'eau dans ces argiles-là, mais elles ne sont pas facilement libérées. Surtout, les racines ont beaucoup de mal à pénétrer en profondeur du sol pour aller chercher cette eau qui est nécessaire notamment au cépage merlot. En contrepartie, les argiles donnent une expression vraiment très particulière
du Merlot. On sait que ces argiles favorisent la puissance, la concentration. Donc c'est vrai que Masseto est un vin de puissance, c'est un vin assez imposant, assez concentré, assez flamboyant aussi. Mais encore une fois, il réussit à faire ce qu'on pensait pendant longtemps être improbable dans un climat chaud, combiner véritablement la maturité sans perdre la fraîcheur et sans perdre cette fermeté, je pense qu'ont les vins. Alors je crois que c'est particulièrement intéressant d'étudier le 2011. Et de les avoir côte à côte en plus. Hein. Oui, ça aussi, mais là on a vraiment quelque chose d'un peu différent, puisque les Merlots, évidemment, ont été plus fortement exposés que les Cabernet Sauvignon à cette vague de chaud qui est arrivée. D'ailleurs, ça a été pour Masseto un millésime historiquement précoce, puisqu'on a plutôt l'habitude de vendanger Masseto dans la deuxième quinzaine de septembre. Et puis pour une fois, en 2011, on a vendangé la quasi-totalité du vignoble en août, en seulement 4-5 jours, alors que souvent on ramasse Masseto en 5, 6, 7 passages différents, parce qu'évidemment, en fonction de la position sur la colline, les raisins sont différents, mûrissent plus ou moins tôt. Donc on a souvent tendance à faire 5-6 passages qui parfois peuvent s'étaler sur jusqu'à 3 semaines. Et par contre, en 2011, après cette vague de chaud, on a senti que pour maintenir la fraîcheur, pour ne pas basculer dans un excès de maturité, il fallait se dépêcher. Et donc on a vendangé très précocement. Donc on a là vraiment, je crois qu'un Masseto qui réunit un petit peu la quadrature du cercle, qui est né sous le soleil, qui est né avec des températures relativement élevées, qui pourtant, je crois, est un vin plutôt de raffinement, un vin qui a encore ce soyeux, mais ça c'est un peu plus normal pour le Merlot, qui a de l'opulence, mais qui en même temps a cette trame, cette fermeté et cette fraîcheur qui est finalement important, surtout pour le cépage Merlot. C'est imposant. Hein? Pas du tout dans le mauvais sens du terme. Il y a énormément de matière, il y a toujours cette fraîcheur dont vous parlez. Les tanins, encore une fois, il y a une trame tannique qui est super présente, mais les tanins fins. Hein? Des tanins fins, il n'y a pas de rudesse aux tanins. C'est imposant, mais il n'y a pas de rudesse. Ben effectivement, la qualité de tanin, c'est évidemment un petit peu la clé de voûte pour un vinificateur des vins rouges. C'est vrai que parfois on a eu tendance à l'exagérer, à en faire l'unique et le seul critère, ce qui est toujours une erreur, parce que finalement le vin n'est pas que fait, le vin rouge même n'est pas que fait de tanin, il est fait de tanin, il est fait d'acidité, il est fait de qualité aromatique, et c'est tous ces éléments qu'il faut réussir à conjuguer et assembler finalement dans un équilibre le plus parfait. Mais c'est vrai que, et 2011 de ce point de vue-là, c'est un millésime particulièrement accompli, parce que c'est un millésime très concentré, très tannique, et pourtant, malgré la chaleur, les tanins sont arrivés à maturité assez rapidement. Je trouve qu'on a à la fois des vins qui sont puissants, mais on a des tanins parfaitement harmonieux. Et surtout, on a réussi à obtenir cette qualité de tanin sans sacrifier à la fraîcheur et à la finesse. On sert le deuxième millésime du Masseto, qui est le 2006. Hein? Donc, le tout premier millésime, vous disiez, c'était le 86, c'est ça? Alors, le 86, en fait, ne portait pas encore ce nom. Ça a été la première vendange. C'est vendu tout simplement comme Merlot? Alors, ça n'a a priori pas été vendu. Alors, c'est vrai qu'on trouve quelques bouteilles qui ont été collectionnées. Donc, il y a dû y avoir des fuites, mais on avait juste mis en bouteille 600 bouteilles de ce qu'on appelait alors un Merlot di Ornellaia. Tout simplement parce qu'on avait envie de voir comment ça allait évoluer dans le temps. Mais un an après, en 87, le premier vin portant l'étiquette et le nom de son vignoble Masseto a été effectivement commercialisé. Donc le 86, c'est un prototype. C'est un vin qui, encore aujourd'hui, se goûte merveilleusement bien et qui donne bien aujourd'hui, quasiment 30 ans après, qui permet bien de comprendre pourquoi tout le monde avait été aussi enthousiaste, avait décidé d'en faire un vin à part entière, parce que vraiment, on sent déjà les éléments qui caractérisent les Masseto d'aujourd'hui dans ce vin-là.
Et 2006, c'est considéré par plusieurs comme une des très grandes réussites pour Maceto. C'est considéré comme un très grand millésime. Alors curieusement, c'est un millésime qu'on a mis un peu de temps à aimer parce que c'était un petit peu un millésime de tous les extrêmes. On a parlé de 2007, qui était cette espèce de millésime où tout se déroulait comme on aime le voir, comme on aime le prévoir. On pouvait vendanger en toute tranquillité. Ça n'a certainement pas été le cas en 2006, puisque c'est véritablement un millésime qui a soufflé le chaud et le froid au cours de toute la saison. Une année extraordinairement sèche, puisqu'on a eu quasiment une absence totale de pluie entre avril et le mois de septembre. Un été qui avait été chaud, un début des vendanges qui avait été particulièrement chaud parce qu'on avait. Alors on aime bien les vents, surtout les vents du nord et les vents de l'ouest. On aime un peu moins un vent qu'en italien on appelle le scirocco, qui est ce vent chaud qui vient de la Sahara, qui traverse toute la Méditerranée et qui apporte ces terres chaudes et humides qui avaient soufflé relativement fortement. Au beau milieu des vendanges, on avait eu des pluies également diluviennes. Tout ce qu'on n'avait pas eu au cours de la saison, ça s'était concentré en 48 heures. Donc un millésime qui, sur le papier, ne semblait pas forcément être un millésime idéal parce qu'il était fait d'extrêmes. Mais des fois, notre métier se résume à finalement le travail d'un parent quand il a un fils ou une fille particulièrement turbulent, dont il entrevoit les capacités, mais dont il espère toujours qu'il basculera plutôt du côté positif que du côté un peu désordonné et négatif. C'est un peu comme ça qu'on a vécu ces 2006. Qui nous ont finalement rappelé aussi que la nature était finalement plus forte que nous. Alors, il m'a rappelé des légendes qu'on entendait un petit peu en terre bordelaise, de certains millésimes légendaires comme les 47, où finalement on a fait des grands vins, mais sans comprendre vraiment pourquoi et comment on y est arrivé, sans avoir contrôle. Alors aujourd'hui, c'est vrai que dans l'œnologie moderne, on a souvent l'impression d'avoir beaucoup plus de contrôle, et puis c'est vrai parce qu'on est mieux équipé, parce qu'on a un bagage scientifique peut-être aussi un petit peu plus poussé, et pourtant de temps en temps il nous arrive de se faire prendre au même jeu, au même piège que nos aïeux en 47. C'est un peu ce qui nous est arrivé en 2006 avec des vins qui n'en ont fait un petit peu qu'à leur tête, avec des fermentations lentes qui parfois se sont terminées qu'au printemps successif. Donc il a fallu, pour moi c'était seulement mon deuxième millésime à Ornellaia et à Maceto, donc il y avait aussi un petit peu cette anxiété de pas complètement le rater. On avait bien vu qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel dans ces vins, on savait pas si tout ça allait bien finir. Non seulement ça a bien fini, mais tout le monde a aimé le vin. Et encore une fois, je trouve qu'aujourd'hui, ce qui me frappe le plus dans ce vin, c'est de voir vers quel type de classicité il a évolué. Alors que 2006, ça avait été vraiment, en jeunesse, des vins extraordinairement flamboyants. Moi, j'aimais bien les décrire comme étant des vins qui avaient trop de tout, parce que c'est à la fois des vins très tanniques, des vins extraordinairement acides. C'est vraiment très inhabituel pour des vins rouges. Des vins d'un fruit extrêmement riche, mûr et opulent. Et pourtant, je trouve qu'aujourd'hui, en bouteille, on va vers quelque chose de beaucoup plus retenu, de plus classique, de plus... finalement, la finesse ressort plus que la puissance. Donc c'est un vin qui continue à me surprendre, moi, personnellement, un petit peu à m'émerveiller. Alors, des fois, l'orgueil du vinificateur fait qu'on se dit quand même c'est pas juste, c'est le vin pour lequel je me sens peut-être le moins responsable, qui est finalement un des grands millésimes c'est ce qui nous ramène toujours au vin, c'est ce qui fait la beauté du vin. Il a une des plus belles qualités du merlot, hein, ce côté comme le merlot emplit le milieu de bouche. Il y a cette espèce il s'étend sur le palais, hein, il n'est pas en pièces détachées. Le Cabernet Sauvignon, souvent, souffre un peu d'un creux en milieu de bouche, hein, que le Merlot vient compenser. Là, c'est du pur Merlot qui prend toute l'expansion là, sur le palais en milieu de bouche, avec un fruité éclatant. C'est un beau... On aimerait bien voir la recette, mais vous non plus, vous la connaissez pas, alors... J'ai encore un peu de temps pour l'étudier, donc quand je la saurai, peut-être que je vous la transmettrai. Il n'y a pas véritablement de recette. Alors c'est vrai que
les terroirs d'exception ont tendance un tout petit peu à s'imposer, et puis parfois ils nous posent un petit peu des questionnements. Alors, le prochain vin qu'on va goûter, ça sera le millésime 2005, qui était mon premier millésime pour Ornelas et pour Maceto. Et effectivement, il y a des moments où on se demande, pour des vins dont on connaît la réputation, quelle est la recette, justement. Et puis, quand on avait vendangé les premiers raisins de Maceto, c'est vrai que dans un premier temps, je m'étais posé la question, alors faut-il faire quelque chose de différent que ce qu'on fait sur les autres vins, puisque c'est finalement un vin aussi exceptionnel. Alors, ça m'avait quand même occupé pendant une paire de journées. Alors, à l'époque, on faisait encore un peu plus de macération pré-fermentaire. Je me dis, ça tombe bien, parce que comme ça, je vais pouvoir réfléchir à ce qu'on va faire. Et finalement, je m'étais dit, si c'est vrai que c'est le terroir qui doit parler, finalement, il vaut mieux l'accompagner que d'essayer de lui imposer une marque qui n'est peut-être pas la sienne. Et donc, j'avais décidé de ne rien faire de particulièrement différent de ce qu'on faisait sur les autres vins. Ce qui m'a causé quelques sueurs froides au début, parce que finalement, je trouvais que au cours de la fermentation et de la présence en cuve, il ne se passait rien de particulièrement excitant, justement. C'était du merlot, c'était un merlot qui ne se distinguait pas forcément des autres vins. Donc je m'étais dit, tu vois, finalement, il aurait mieux fallu essayer de chercher une recette. Et tout d'un coup, après un certain temps de macération, un matin, en goûtant nos cuves, comme on fait d'habitude tous les jours pendant les vendanges, ça avait goût de Maceto. Donc l'important, c'est d'accompagner, d'essayer d'observer plus que d'agir. Alors, encore faut-il trouver le bon moment. On peut passer à côté. On aurait pu peut-être écourter un petit peu les macérations, et qui sait, peut-être que ce caractère particulier ne se serait pas manifesté. Mais voilà, la recette, c'est d'être à l'écoute finalement de son terroir. Alors, André Celice finalement avait raison. Il avait mis son oreille sur le sol. Nous, on fait ça un peu moins, mais on essaie quand même de comprendre ce que le terroir essaie de nous dire. Il le dit de façon très voilée, puisque finalement, c'est à travers le raisin qu'on doit découvrir, ce qui n'est pas chose aisée, puisque finalement, le raisin est un fruit. Alors, on arrive en goûtant à distinguer ces différents états de maturité, mais finalement, tant que le fruit ne s'est pas transformé en vin, on a du mal à véritablement comprendre complètement la magie de ces terroirs-là. Donc, le dernier millésime qu'on vous sert, le 2005. Premier millésime, oui. En tant que président, je crois que j'ai le droit de le 2006. Exceptionnel. Merci. Merci à vous. Mais comme je me suis tué à vous expliquer, c'est pas du tout de ma faute. C'est exceptionnel. On l'aime. Absolument. Vous êtes le bienvenu à le dire, évidemment. C'est son bonbon. Il y en a un autre, réservez-vous pour 2005 quand même un tout petit peu. Alors 2005, qui n'avait pas forcément été un millésime facile, parce qu'on a beau être dans un climat méditerranéen, l'automne est variable, donc il peut parfois pleuvoir. Alors c'est vrai que ça avait été un millésime qui avait très très bien commencé, et puis au début des vendanges, on était particulièrement enthousiaste parce que tout s'était bien passé, et puis ensuite sont venues quelques petites pluies, rien de très catastrophique, mais des pluies répétées qui nous ont un peu compliqué la vie et qui nous ont rendu difficile justement d'aller prendre les raisins au stade parfait de la maturité. Messieurs, dames, pardon, s'il vous plaît, si on peut vous demander d'être un tout petit peu tranquille, ce serait gentil. Je sais que les vins sont bons puis qu'il est rendu tard. Mais... Et finalement, ça avait été à l'époque la vendange la plus tardive qu'on ait jamais faite sur Maceto, puisque je me rappelle qu'on avait, à l'époque, ça avait fait sensation en Toscane. On avait eu même quelques collègues de l'intérieur qui ne croyaient pas qu'on pouvait encore avoir des merlots
sur les pieds de vigne un 30 septembre. Alors, depuis, plus personne ne nous dit rien, puisqu'on a fait beaucoup mieux que ça, d'une certaine manière, puisqu'il nous est même arrivé en 2010, et puis cette année, en 2014, de vendanger en octobre. Là aussi, on voit, quand on parle d'être à l'écoute du terroir, il faut être capable parfois aussi de complètement faire des choses différentes de ce qui est la norme. Alors, on a 2 millésimes qui représentent un petit peu l'extrême. Avec 2011, on a vendangé en août. Et 2005, on a finalement vendangé quasiment en octobre. Mais voilà, chaque millésime a sa petite histoire. Et puis, les terroirs aussi particuliers avec ces argiles peuvent parfois réagir de façon diamétralement opposée. Conduire à vendanger en août dans un millésime chaud et sec comme en 2011. Et par contre, demander beaucoup de temps dans un millésime un peu plus pluvieux. Souvent, pour ces argiles-là, c'est précieux parce que le merlot a quand même besoin de ne pas mûrir trop rapidement. Donc ces quelques petites pluies, souvent, ça avait été le cas en 2006 aussi, contribuaient à nous donner un peu plus de temps pour les merlots sans qu'ils finalement commencent ou à surmûrir ou à se dessécher. Ça avait été le cas en 2005 aussi. Alors c'est peut-être un millésime qui avait, dans lequel on a eu vraiment du mal à obtenir cette maturité, ce soyeux des tanins qu'on recherche assez fréquemment. Alors c'est vrai que c'est des vins qui ont démarré leur vie un petit peu plus carrés, un petit peu plus austères peut-être. Mais heureusement, on est aidé non seulement par la date de récolte, on est aussi aidé par le temps de maturation en bouteille finalement. Et je trouve qu'encore une fois, la magie du vieillissement en bouteille s'est opérée. Et puis finalement, ces tanins qui ont démarré un petit peu plus austères, un petit peu plus serrés, sont toujours présents, mais se sont fondus. Et finalement, aujourd'hui, c'est un Masseto, je trouve, assez agréable à boire aujourd'hui. Ce qui vaut pour Ornellaï, on en a parlé avant, vaut peut-être d'autant plus pour Masseto parce que c'est vraiment un vin aussi de structure et de puissance. Donc, de plus longue gamme encore. Je ne crois pas qu'en valeur absolue, il y ait une grande différence. Je trouve qu'en termes de garde, Ornellaï et Masseto sont assez équivalents. Mais on part souvent de l'idée que le merlot est un cépage qui mûrit plus rapidement, qui a besoin de moins de temps de vieillissement. Ce n'est certainement pas le cas pour Masseto, mais 2005 est un millésime, je trouve, qui se goûte merveilleusement bien aujourd'hui. Alors c'est peut-être pas 2006, mais c'est vrai que 2006 c'est un vin qui a peut-être encore besoin de vieillir pour pleinement s'exprimer. 2005, c'est pas vieux comme vin, c'est encore relativement jeune aromatiquement notamment, mais je trouve que c'est un vin qui offre beaucoup de plaisir aujourd'hui. Je serais curieuse de savoir quels sont les préférés de tous. 2005, il y a des préférés pour les 2005? On a des avis partagés entre les 2006 et les 2005. Hein? Alors, il y en a qui croient que... Alors, pour reprendre un petit peu... Alors on a souvent, nous, comme vinificateurs, un peu tendance à être à contre-pied de cet adage qui veut que pour qu'un vin puisse vieillir longtemps, il faut qu'il soit un petit peu fermé, un petit peu austère, un petit peu rugueux au départ. Et on se méfie toujours un tout petit peu des millésimes qui sont un peu trop bons quand ils sont jeunes. Il est juste de s'en méfier parce que quand ils sont trop bonnes jeunes, le problème c'est que on ne laisse pas le temps de vieillir, on les boit en général plus tôt. Mais je crois que c'est un vin austère aura besoin de vieillissement pour perdre son austérité. Ça ne veut pas dire qu'il vieillira plus longtemps ou plus harmonieusement qu'un vin plus enjôleur, plus de plaisir immédiat. Souvent, on s'aperçoit d'ailleurs que dans les très grands millésimes, on a le plaisir dès le départ. Et souvent, même quand on goûte les vins lors de leurs élevages, parfois même en vinification, dans les très grands millésimes, ce bon mot qu'on entend parfois vaut que les grands vins sont bons à
tout stade de leur évolution. Donc il faut se méfier, il y a des millésimes qui sont plus austères, c'est vrai qu'il faut leur laisser un peu de temps pour qu'ils gomment un peu leurs angles et pour qu'ils soient un petit peu plus harmonieux, mais les grands millésimes se caractérisent souvent par le fait d'être très 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 faciles à boire dès le départ, et pourtant ils le seront 10, 15, 20, peut-être même 30 ans après. Et je suis convaincu que c'est ce qui se passera également avec le 2006, mais aussi avec le 2011, que je trouve un vin étonnamment facile à boire déjà en vin jeune. Mais je crois que définitivement, on a une preuve ici que c'est, encore une fois, comme on disait au début, on peut faire des comparaisons, mais on est ici sur quelque chose de vraiment distinctement Bolgheri, qui a sa propre identité. Bah oui, puisque on a quand même, et pour nous c'est important, on a quand même des vins de soleil. Ça, on peut pas le nier. On cherche surtout pas à le cacher. Donc on a cette opulence du fruit, cette richesse qui fait partie absolument de l'identité et du caractère de nos vins. La beauté de ces vins, c'est encore une fois de pouvoir, et notamment avec du merlot où ça semble encore moins évident, mais c'est particulièrement vrai pour Ornellaia aussi, de ne pas perdre la fraîcheur, de ne pas perdre la vivacité, malgré toute la flamboyance et l'opulence de ces vins. Est-ce qu'on a des questions ou des commentaires dans la salle? Oui. Je vais vous dire que votre vin est extraordinaire. Je ne suis pas sûr si c'était la question ou la réponse, par contre. Comment tu as fait pour atterrir à cet endroit-là, en Italie, quand il y a tellement d'Italiens qui auraient voulu avoir ta place? Ben, en fait, ils se sont très fortement vengés sur moi, puisque pour me faire payer ça, moi qui suis d'origine à moitié allemande et à moitié française, vous savez évidemment qu'en 2006, il y a eu un championnat de monde de football, de soccer, où les Italiens ont battu et les Allemands et les Français. Donc ça a été la vengeance des Italiens pour avoir un non-italien qui s'est occupé d'un domaine. Non, j'avais arrêté avant. Monsieur, on a une autre question? Oui, question. Quelle est votre production? Parce que c'est quand même difficile à trouver, votre vin. Alors, ça dépend évidemment de quel vin on parle. Alors, Masseto, c'est un vignoble de 7 hectares sur lequel, en moyenne, on produit l'équivalent de 30 000 bouteilles, ce qui n'est pas si peu que ça, finalement, si on le compare à certaines régions viticoles, si on pense à la Bourgogne, si on pense à certaines autres régions d'Italie. Si vous allez dans le Piémont, qui est un petit peu le pendant italien de la Bourgogne, on a souvent des grandes cuvées qui sont produites à moins de 10 000 bouteilles. Donc finalement, 30 000 bouteilles, ça paraît relativement confortable. Heureusement ou malheureusement, nos vins sont recherchés. Beaucoup de gens aiment les boire et aiment les consommer. Alors du coup, 30 000 bouteilles, ça finit par être relativement peu pour le monde entier. On essaie de gérer ça au mieux. Mais malheureusement, effectivement, 30 000 bouteilles, on finit par s'apercevoir que ce n'est pas beaucoup quand on vend dans le monde entier comme nous le faisons. Ornellaia, c'est un tout petit peu plus confortable, puisqu'Ornellaia, c'est aujourd'hui un peu plus de 90 hectares et on produit en moyenne entre 150 et 160 000 bouteilles. C'est le cas en 2011, par exemple. Et là, c'est un petit peu plus facile, évidemment. D'autres questions? Oui. Dans l'Ornellaia? Masseto, c'est du merlot. C'est du merlot. Alors, est-ce qu'on pourrait de temps en temps y mettre un petit peu de Cabernet Sauvignon ou du Cabernet Franc? Quand le millésime devient trop chaud, on l'a pas forcément fait dans le passé, mais ce n'est pas un tabou. Mais en fait, on considère absolument que Masseto, c'est fait avec du merlot, parce que finalement, c'est ce qui est présent dans le vignoble. Est-ce que l'histoire va évoluer? Évidemment, on est encore en train de découvrir cette zone et ce terroir. Alors, on a découvert déjà que le merlot, ça marchait plutôt bien.
Ça donne pas toujours envie de changer et d'expérimenter autre chose, mais il arrivera probablement un jour où il faudra qu'on replante des sections de Macéto, et peut-être aussi qu'on prendra le choix de tester. Finalement, ça marche pour le Merlot, mais est-ce que ça pourrait pas marcher aussi pour un peu de Cabernet Sauvignon et de Cabernet Franc? Donc, qui sait dans le futur si ça demeurera que du Merlot, mais c'est pour l'instant, les millésimes que vous avez goûtés, c'est fait à partir de Merlot. Alors que dans Ornellaia, on a un assemblage des 4 cépages qui sont présents sur la propriété, avec en général entre 50 et 60% de Cabernet Sauvignon, ensuite une trentaine de % de Merlot et Cabernet Franc et petit verre d'eau dans les seconds rôles. Est-ce qu'il n'y avait pas une histoire à un moment donné que le petit verre d'eau, il n'a pas été confondu ou on n'en avait pas retrouvé, qu'on avait mélangé avec le Sangiovese ou... Alors, oui, il y a effectivement une histoire comme ça. Alors, on est en Italie, donc... Les choses ne sont pas toujours très claires. Oh, ça dépend. Pour les Italiens, c'est toujours parfaitement clair. Et moi qui commence à m'y habituer, pour moi, c'est clair aussi. Alors, effectivement, le petit verre d'eau n'a été autorisé dans le décret d'appellation qu'à partir du millésime 2003. Les plantations en 2000 et le millésime 2003. Il se trouve que la curiosité nous avait porté à planter un petit hectare de petits verres d'eau déjà en 95. Et que vous avez appelé Sangiovese. Et on l'a appelé Sangiovese. Alors, ce qui nous mettait un tout petit peu dans l'embarras, parce qu'on avait toujours dit qu'à Bolgheri, le Sangiovese, ça marchait pas, et que c'était pour ça qu'à Ornellaia, on n'en avait pas. Et pourtant, quand on faisait voir la carte des vignobles, il y avait toujours quelqu'un pour nous dire, mais là, il y a un petit vignoble de Sangiovese. Et pourtant, on avait dit, oui, c'est un Sangiovese un peu particulier. Il se trouve que de façon expérimentale, on avait déjà du petit verre d'eau en 95 et même avant, puisqu'on s'est aperçu assez récemment, puisqu'on n'avait pas forcément fait attention, que dans une des parcelles de Cabernet Sauvignon, dans une des plus anciennes parcelles de Cabernet Sauvignon à Ornellaia, on avait quelques rangs de petits verres d'eau. Donc le petit verre d'eau a finalement une longue histoire à Bolgheri et surtout à Ornellaia. D'autres questions? Monsieur Heinz, merci infiniment. Ça a été un énorme plaisir. Merci de votre générosité. Merci surtout à vous pour ce chaleureux accueil qui dans cette salle fraîche fait particulièrement plaisir et qui finalement conclut, je crois, sur cette dégustation sur une ambiance assez italienne, assez joviale, assez chaleureuse. Merci beaucoup. Merci. Et merci beaucoup aussi à Systematics, notre partenaire donateur, pour cette dégustation. Merci infiniment à vous aussi de permettre ces merveilleuses dégustations.